Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi à l'actualité internationale? Eh bien, nous allons nous intéresser à une personnalité assez importante, puisque c'est la première femme et la première africaine à occuper le poste de directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Il s'agit de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. Alors, Ngozi Okonjo-Iweala, c'est une personnalité non seulement issue d'abord du monde économique, mais c'est une personnalité aussi politique nigériane importante, parce que durant les années 2000, elle a occupé de très hautes fonctions au Nigeria. Notamment, elle a été 2 fois ministre des Finances et 1 fois ministre des Affaires étrangères. Elle a été la première femme au Nigeria à occuper justement ces postes-là. Alors, elle est originaire de la région du Delta du Niger. C'est une région qu'il ne faut pas oublier. À la fin des années 60, il va y avoir une guerre là, notamment la guerre du Biafra. Et donc, très vite, elle va d'abord avoir une enfance qui sera traumatisée par cette guerre-là. Elle est issue d'une famille de chefs traditionnels, donc elle est de sang royal. Et donc, à partir de là, elle va avoir évidemment une enfance qui sera balancée entre évidemment une certaine doué de privilèges et puis aussi le traumatisme lié à cette guerre du Biafra là. Mais néanmoins, c'est une personnalité intellectuellement calée, puisqu'elle est diplômée de Harvard et également du MIT. Alors, elle a fait l'essentiel de sa carrière, d'abord une grande partie. MIT et Harvard. Oui, elle est diplômée d'Harvard et de MIT. Et donc, elle a fait une grande partie de sa carrière d'abord à la Banque mondiale, à Washington, où elle y entre en 1982, sous la houlette de James Wolfenson. À l'époque, il était le président de cette institution-là. Et elle va y rester jusqu'en 2003, lorsque Olusegun Obasanjo, qui est arrivé au pouvoir, va lui demander donc de rentrer au pays et de l'aider justement à gérer les finances de ce pays-là. Alors, elle va donc quitter Washington et y laisser son mari qui s'appelle Adesemi Iweala, qui est également un neurochirurgien. Donc c'est pour dire que c'est une famille. Elle et son mari sont intellectuellement très 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 calés. Et donc elle va laisser son mari et ses 4 enfants aux États-Unis pour rentrer au Nigeria. Alors donc sous sa houlette, sous son premier passage en tant que ministre des Finances, on peut retenir qu'elle va participer à la privatisation de nombreuses entreprises industrielles. Elle va permettre le développement des télécommunications en y ajoutant un peu plus de concurrence. Elle va lutter contre la corruption, notamment en publiant les recettes de l'industrie pétrolière et en publiant également les sommes versées justement par les entreprises pétrolières aux collectivités locales afin de favoriser une meilleure gestion de ces ressources-là et pour permettre à l'argent du pétrole que l'argent du pétrole à construire le pays. Exactement. Et donc, malheureusement, dans son premier passage au Nigeria, il y aura également d'autres faits. Malheureusement, elle n'aura pas su lutter efficacement contre la fraude fiscale, puisqu'en moyenne, durant son premier passage, près d'$1 milliard disparaissent des caisses de l'État par mois en moyenne. Et donc, elle va aussi être la première à lancer des procédures de révocation sur ses autres collègues membres du gouvernement, des ministres, des juges, des militaires, des gouverneurs. Elle va également lancer des enquêtes contre le chef de la police nationale pour tout ça, pour des faits de corruption. Donc, dès lors que ces services soupçonnaient qu'une personnalité politique ou autre avait commis des violations ou est avérée être responsable des faits de corruption, elle n'hésitait pas à les publier. Donc en 2006, à l'approche donc des élections présidentielles, Olusegun Obasanjo va lui proposer donc de diriger le ministère des Affaires étrangères. Alors, elle va accepter, mais elle ne va pas y rester très longtemps. Elle va seulement faire 2 mois. Ensuite, elle va décider de quitter le gouvernement et de repartir à Washington. Alors, ce qui est intéressant aussi sur le bilan de son premier passage au gouvernement au Nigeria, il faut savoir que, notamment, dans les bons points qu'elle aura pu tirer, on peut notamment dire qu'elle aura permis
de restructurer la dette du Nigeria pour la faire baisser d'$1 milliard par an. Elle va également faire baisser le taux d'inflation de 23 à 11% et elle va multiplier le produit intérieur brut par 3. Et elle va être également l'instigatrice de la mise en œuvre d'un fonds spécifique dédié aux femmes chefs d'entreprise. Donc à l'entrepreneuriat féminin, elle va être celle qui va justement permettre de mettre cela en place. Et donc, en 2007, elle repart à la Banque mondiale, cette fois-ci appelée par le président de l'époque, Robert Zoellick, qui la nomme directrice générale de cette institution jusqu'en 2012. Et là, en 2012, elle décide de se porter candidate au poste de présidente de la Banque mondiale, mais elle sera battue par l'Américain Jim Yong Kim, qui est lui un Américain qui est lui le candidat qui est soutenu par les États-Unis. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a mis en place les institutions de Bretton Woods, les pays occidentaux se sont partagés un certain nombre d'institutions. Et donc, la pratique voudrait que le poste de président de la Banque mondiale revienne à un Américain, même si Kim Jong-kim est un citoyen américain d'origine sud-coréenne. Et donc, c'est à partir de là que véritablement elle se bâtit une carrière internationale, puisque elle va être la première personnalité non américaine à officiellement postulée en tant que présidente de la Banque mondiale. Malgré cet échec-là, c'est là où elle va décider de repartir au Nigeria, où elle sera de nouveau ministre des Finances, notamment entre 2011 et 2015. Alors, ce deuxième passage-là va être moins, va être moins intéressant pour elle, puisque en décidant notamment l'une des décisions les plus controversées qu'elle prendra là-bas à cette époque-là, ce sera d'arrêter justement la subvention aux distributeurs d'essence, ce qui aura pour effet de doubler le prix de carburant à la pompe. Elle expliquait à l'époque que cette décision-là avait été prise justement pour que ces sommes d'argent-là, ces subventions-là devaient plutôt servir à financer des investissements d'infrastructures et également être mis dans la santé des femmes enceintes. Mais évidemment, ces explications-là ne vont pas plaire aux Nigérians. Et même en décembre 2012, le 9 décembre plus précisément, sa mère, à l'époque qui était âgée de 83 ans, va être kidnappée par des ravisseurs. Ceux-ci vont exiger, en plus d'une rançon, non seulement la démission de Ngozi Okonjo-Iweala du poste de ministre des Finances. Heureusement pour elle et pour sa mère, bien qu'âgée de 83 ans, l'histoire raconte qu'elle aura pu, de par elle-même, se soustraire à ses ravisseurs. Une femme de 83 ans. Une femme de 83 ans. Et ensuite, au Nigeria, qu'on entend après 2015, donc quand elle quitte le gouvernement de nouveau, elle va devenir la présidente du conseil d'administration de Gavi Alliance, qui est une organisation justement qui œuvre pour favoriser l'accès à la vaccination sur le continent africain. Elle va occuper ce poste-là jusqu'à maintenant, puisque l'année dernière, il faut savoir que Alberto Azevedo, qui était le directeur général de l'Organisation mondiale de commerce, un Brésilien, avait décidé l'automne dernier de démissionner pour des raisons familiales. Donc depuis 2020, le poste de directeur général de l'OMC était vacant. Mais seulement, il y avait un problème. Il y avait 2 candidats. En dehors de Ngozi Okonjo, il y avait également une sud-coréenne qui s'appelle Yoo Myung-hee, j'ai toujours du mal avec les noms sud-coréens. Alors, Yoo Myung-hee, qui, elle, était ministre du Commerce de Corée du Sud et qui avait le soutien de Donald Trump, donc des États-Unis. Et donc, comme la désignation du directeur général de l'Organisation mondiale du commerce demande qu'il y ait un consensus entre les pays membres, et donc les États-Unis avaient, sous l'administration Trump, mis un veto à la candidature de Ngozi Okonjo-Iweala, ce qui bloquait un peu le processus de désignation du successeur de M. Azevedo. Et donc, à l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier, va totalement changer la donne. Et donc, Joe Biden va évidemment suivre un peu l'avis général des autres pays membres qui soutenaient Ngozi Okonjo, et donc va retirer son soutien à Yoo Myung-hee et le transmettre à Ngozi Okonjo. Donc, le dernier obstacle à sa nomination en tant que directrice générale était donc levé, et donc elle prendra ses fonctions officiellement en mars prochain jusqu'en 2025. Et donc, elle sera
la directrice générale de l'OMC. C'est une l'Organisation mondiale du commerce. Oui, parce qu'on a aussi un autre Africain qui dirige l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, ça va faire 2 Africains à la tête de 2 institutions internationales. Ce qui est intéressant pour l'OMC, c'est que jusqu'en 2020, on assistait déjà, il y a une espèce de multilatéralisme qui commence à s'étendre au-delà des pays occidentaux seulement. Il ne faut pas l'oublier, jusqu'en 2010, 2012, 2013, certains postes étaient encore exclusivement réservés soit aux Anglais, soit aux Américains, soit aux Français, ou dans une large mesure aux Européens. Et donc là, depuis un certain nombre d'années, on commence à les ouvrir à des personnalités originaires d'Amérique latine, à des personnalités originaires d'Asie. On l'a vu aussi, notamment la Chine est d'abord venue bousculer les choses, parce qu'avant qu'un Africain ne s'installe à la tête de l'Organisation mondiale de la santé, il y avait d'abord une Chinoise. Donc les Chinois vont venir un peu bousculer tout ça. Et donc aujourd'hui, il est de plus en plus... les gens s'appuient de plus en plus sur les compétences de la personne, son expérience, son expertise, pour désigner, pour savoir si elle est apte à occuper ou non une fonction comme celle de directrice générale d'une institution aussi importante que l'Organisation mondiale du commerce, parce que c'est l'Organisation mondiale du commerce qui a la charge de réguler tous les litiges commerciaux qu'il y a entre des pays dans le monde entier. Et donc, le fait que M. Azevedo ait quitté son poste de son propre chef et que depuis lors, on n'arrivait pas à désigner son successeur, il y avait une espèce de blocage au sein de l'OMC. Et donc, il y avait des litiges qui ne faisaient que s'accumuler là. Et donc, on espère qu'avec son arrivée, elle va très rapidement remettre l'institution en marche et essayer de trouver des solutions, notamment sur le plan commercial, des nombreuses solutions, parce qu'il y a des problèmes liés. Notamment, on l'a vu sur la taxe GAFA, il faut qu'elle s'appuie là-dessus. Il y a aussi des problèmes de concurrence déloyale, parce qu'il faut savoir que la Chine, par exemple, est régulièrement accusée par les États-Unis et l'Union européenne de pratiquer du dumping fiscal. Et donc, ce sont des pratiques anticoncurrentielles. Et donc, tout ça, évidemment, il va falloir que Ngozi Okonjo-Iweala s'y penche une fois qu'elle aura pris ses fonctions. Alors, au cours de sa carrière, elle a une très longue carrière, elle a 66 ans aujourd'hui. Elle est considérée, selon le Times, comme l'une des 100 personnalités les plus influentes du monde. Et elle fait partie à peu près des 20 femmes les plus influentes aussi du monde. C'est pour dire l'aura et évidemment l'image extrêmement positive dont elle bénéficie. Elle a grosso modo eu une très bonne carrière. En dehors du fait que, comme je l'ai dit lors de son deuxième passage en tant que ministre des Finances, le fait qu'elle ait retiré des subventions à l'essence et que le fait que le prix de l'essence va augmenter à la pompe, on aura assisté à de gigantesques mouvements de grève, notamment de la part des transporteurs au Nigeria. Et donc, c'est en dehors de cet épisode-là un peu tendu de son passage, grosso modo, c'est une femme dont les compétences sont reconnues de manière unanime à travers le monde entier et dans toutes les fonctions qu'elle aura su occuper jusqu'à présent. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'Organisation mondiale du commerce ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Fresh Morning.